Alors écoutez, voilà, c'est parti pour cette causerie virtuelle. Bienvenue à toutes et tous. Je suis Ségolène Redrer, je suis la directrice générale par intérim de Culture Montréal et au nom de toute l'équipe, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour cette réflexion Penser la ville de demain, regard et perspectives d'artistes. Cette causerie est organisée en collaboration avec l'Office de consultation publique de Montréal et le service de la culture de la ville de Montréal, que je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement de nous avoir ainsi interpellés pour organiser cette discussion dans une perspective très réjouissante d'intégrer la réflexion d'artistes sur l'apport de la création et le rôle que peuvent jouer les artistes dans le devenir de notre métropole au sein du projet de ville, le projet de plan d'urbanisme et de mobilité de la ville de Montréal, donc en cours actuellement. Je vous rappelle donc la réflexion de ce matin fait partie de la consultation Réflexion 2050 menée par l'OCPM. À ce propos, Culture Montréal participe à cette consultation. Nous déposons un mémoire cette semaine et on va participer aux auditions la semaine prochaine. Pour la consultation. Et j'ai un message de la part de l'OCPM à toutes et tous. Si vous voulez plus d'informations sur cette grande consultation sur le site, Réflexion 2050, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle comme ça, réflexion2050.ca. Et là, vous pourrez tout savoir sur les tenants aboutissants, sur le projet de ville déjà mis en place et les questionnements. Et encore, vous avez donc jusqu'au octobre prochain si vous voulez déposer une opinion écrite dans le cadre de cette consultation. Donc voilà, merci aux 4 artistes qui ont accepté à partager leurs pensées avec nous ce matin. Merci à vous pour la participation nombreuse. On vous attend à plus de 180 ce qui prouve l'intérêt et l'importance de ces sujets. Donc déjà là, je pense qu'on apporte une réponse dans le cadre de cette consultation pour la participation citoyenne et artistique pour le mieux-être de tous. Et je vais laisser la parole ce matin à notre animateur François-Xavier Tremblay. François-Xavier est très impliqué à Culture Montréal, d'abord comme membre du conseil d'administration et aussi secrétaire chargé des tournées. Donc là, bien sûr, François-Xavier est aussi au conseil des arts de Montréal, comme chargé de tournée initiative territoriale du Conseil des arts de Montréal. Donc, merci beaucoup François-Xavier d'être là. Et un petit coup de chapeau au Conseil des arts de Montréal qui participe en ayant fourni l'information sur cette causerie. Donc, bonne matinée à toi, François-Xavier. Merci Ségolène et bienvenue à tous et toutes. La commission permanente du cadre de vie de Culture Montréal, dont je suis secrétaire, explore le sujet qui nous rassemble aujourd'hui depuis quelques années déjà. La commission est présidée par Marie Lessard et Dino Bombarou et elle s'intéresse aux multiples façons d'aménager la ville. Elle étudie, documente et fait la promotion du rôle de la culture dans le développement urbain et dans une perspective un peu systémique et réfléchit aussi à la contribution de l'aménagement urbain au développement culturel. C'est en septembre 2019 que la Commission permanente du Code de vie de Culture Montréal convient les membres et le public à une mini-conférence intitulée « Plan d'urbanisme, quelle place pour la culture ?» À travers le récit de la genèse puis l'analyse du contenu du plan d'urbanisme de 1992, André Lavallée, notre coprésident de l'époque, qui nous a récemment quittés, a clairement démontré le rôle stratégique d'un tel outil, d'un plan d'urbanisme, dans le développement artistique et culturel de la métropole. Cette première activité publique avait donné le ton et a un peu transformé ce dossier en dossier prioritaire pour la Commission. On arrive aujourd'hui à la fin d'un cycle pour la Commission, un moment privilégié où, après avoir longuement discuté en comité d'experts en aménagement, urbanisme, développement, on donne enfin la parole aux principaux responsables du déploiement de la culture dans la ville, soit les artistes. Donc, la façon dont on procéder avec la causerie, on va commencer par un court énoncé individuel de nos invités qui auront 5 minutes environ par personne pour répondre à leur manière aux 2 questions suivantes que vous avez vues dans l'invitation. Comment la création artistique peut-elle contribuer à transformer le territoire et changer nos modes de vie? Et de quelle façon l'art et la culture peuvent-ils modifier notre regard sur la ville et ses quartiers? Il va s'en suivre une discussion à 4, une dizaine de minutes, où je vais les relancer en fait sur le rôle
que l'art, la culture et par extension les artistes peuvent jouer en faveur de l'équité sociale et de la transition écologique. Et aussi, et ça va être très intéressant pour les gens de l'OCPM et de la ville qui nous écoutent, que devrait faire la ville de Montréal spécifiquement pour atteindre ces deux objectifs. On terminerons en vous donnant la parole pour un échange avec nos invités qui s'annonce, je l'espère, foisonnant en questions pertinentes ou impertinentes, c'est permis, et idées stimulantes. Donc, sans plus attendre, je vous présente nos panélistes aujourd'hui dans l'ordre où ils vont intervenir, d'abord individuellement. Artiste, auteur et illustrateur, Clément de Gaujac produit des affiches qui contribuent à équiper visuellement la critique sociale et politique au Québec. Bonjour Clément, merci d'être avec nous. Ensuite, originaire de Téhéran, Anaïta Nourouzi utilise ses nombreux allers-retours entre Montréal et l'Iran pour mener des recherches et poursuivre son travail qui aborde entre autres les enjeux de migration, de colonialisme, de mémoire, d'identité d'un point de vue psychohistorique. Donc, salutations à toi, Anaïta. Et dans ses recherches récentes à travers différents types de médiums, dont la photographie, la sculpture et l'installation, l'artiste Yann Pocro s'intéresse à la lumière comme sujet vivant et à l'effet de celle-ci sur la trame narrative des images et comment elle impacte la visibilité du monde que nous habitons. Yann, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et finalement, Mouna Andraos, qui a cofondé Daily tous les jours avec Mélissa Mongia en 2010. Ce studio d'art et de design basé à Montréal est reconnu pour son travail dans l'espace public. Vous en avez sans doute entendu parler. Ils invitent les gens à jouer un rôle critique dans la transformation de nos villes. Donc, merci d'être avec nous, Mouna. Alors, sur ce, je commence en donnant la parole à Clément qui va nous donner sa perspective sur les deux premières questions que j'ai énoncées. Merci de me donner la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, je vais commencer à briser la glace pour répondre aux deux questions. Je me suis dit que la meilleure façon pour moi de répondre à ces deux questions, c'était de parler en tant qu'artiste. Je suis invité à prendre la parole, donc parler depuis le domaine d'expertise en tant qu'artiste. Et donc, la meilleure façon d'aborder les questions, c'était sans doute de vous présenter deux projets récents qui, je pense, peuvent intéresser notre discussion parce qu'ils sont traversés d'enjeux à la fois artistiques, urbains et politiques. Donc, le premier projet, c'est a trait avec la friche, appelons-la comme ça, qui est dans le quartier Hochelaga, à l'est d'Hochelaga, sur le terrain convoité par Raymond Logistique pour y installer une plateforme de transbordement. Au printemps 2021, donc il y a pas si longtemps, j'ai été invité par une militante de la mobilisation contre Raymond Logistique à concevoir des affiches pour accompagner leur lutte. Je ne vais pas beaucoup parler de la lutte elle-même parce que c'est assez bien documenté, puis je pense que certains d'entre vous connaissent, puis j'ai juste 5 minutes pour en parler, mais je voudrais juste peut-être dire un mot de ce que j'ai essayé d'illustrer à travers mes affiches, c'est-à-dire dans le fond justement quelle contribution artistique j'ai pu apporter à une mobilisation citoyenne et quels enjeux liés à la ville, liés au développement de la ville, j'ai essayé d'illustrer à travers ces affiches. Donc, il y a déjà cette idée que dans la ville, certaines zones peuvent échapper au plan, à la décision, ou à tout le moins, elles devraient pouvoir relever d'une décision de rien décider. Une friche, dans ce sens-là, c'est pas un parc, c'est quelque chose comme une jachère, la possibilité qu'arrivent des choses qui n'étaient pas prévues. Et je pense que autour de la mobilisation, autour en tout cas quelque chose que j'ai voulu traduire dans les affiches, il y a quelque chose de cette idée-là, qu'une zone aux abords de la ville où peuvent se côtoyer humains, non humains, ça ne veut pas nécessairement dire un parc de loisirs. C'est une zone franche et en tant que telle, en tant que zone où il n'y a rien, où il n'y a pas d'utilité, elle peut être à défendre en tant que telle. Autre chose qui m'intéressait à travers cette mobilisation, c'était qu'elle était très hétéroclite, cette mobilisation. C'est-à-dire qu'elle va de la défense d'un cadre de vie qui soit pas détruit par une installation industrielle,
Ça va jusqu'à la revendication anticapitaliste du blocage des flux, des flux de marchandises, ou encore la revendication au droit à la ville, c'est-à-dire que ce soit pour les itinérants ou un usage non balisé aux marges. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et pour moi, une ville, c'est ça, une ville, c'est pas une utopie, une ville, c'est des raisons contraires qui cohabitent. Et le fait que dans cette mobilisation, il y ait des raisons aussi contraires que la revendication d'un cadre de vie ou des revendications anticapitalistes, mais qui peuvent s'agréger à un moment donné ensemble pour un intérêt commun. En tout cas, ça me semblait vraiment très intéressant de s'impliquer là-dedans. Et puis peut-être aussi le terrain en question, il pose beaucoup des problèmes politiques qui devraient, à mon avis, réorganiser les clivages politiques de notre temps. Par exemple, pour ou contre plus de développement. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que le salut n'ira qu'en développant la ville et d'autres qui pensent qu'au contraire, il faut bloquer ce développement. Pour ou contre la décroissance, en fait, dans le fond, en arrière de cette question-là. Oui, pour ou contre l'entrave au flux des marchandises. Évidemment, certaines marchandises sont nécessaires, on vit avec ça, mais beaucoup des marchandises qui circulent aujourd'hui ne le sont peut-être pas. Et puis, alors peut-être pour conclure sur ce projet-là, je pense que ça fait partie un lieu où, je ne sais pas si on peut remontrer les affiches. Parmi les dernières, il y en a une où j'ai inscrit nous sommes terre à terre. Et donc, je pense que à travers ça, je voulais faire comme une espèce de renversement. L'idée que la revendication du droit à la terre, elle est peut-être plus sous un mode identitaire ou nationaliste, mais plutôt comme une terre à défendre, qui serait la terre des gens qui habitent la terre des terriens ou des terrestres, comme les appelle Bruno Latour. Puis je voulais montrer très brièvement, parce que je vois que mon temps file à toute vitesse. Alors je vais juste montrer peut-être sans, ou à moins que je peux prendre une minute pour développer juste le projet des bots à Hochelaga. Encore une fois, Hochelaga, c'est un projet d'art public qui va être installé très prochainement, dans 15 jours. Il s'agit d'une fontaine, donc un projet très différent du premier, mais qui soulève aussi des enjeux. Donc je voudrais peut-être prendre juste une minute pour en parler. Cette fontaine, c'est une paire de bottes en bronze qui sont juchées sur un socle en pierre et puis qui débordent continuellement d'eau. Et puis de temps en temps, un jet d'eau en sort et puis retombe dessus un peu platement comme un arroseur arrosé. Je voulais montrer cette œuvre-là pour alimenter la discussion parce que justement, il me semble qu'elle dialogue avec le territoire puis qu'elle contribue à le façonner. Je voulais faire une fontaine parce que j'aime comment une fontaine, tout de suite, ça fait place publique, lieu de rassemblement ou objectif de balade. Une fontaine, ça a quelque chose de géographique. C'est un élément liquide comme une source ou une rivière et qui nous relie au territoire. Et donc, je voulais nommer quelques enjeux, quelques intentions derrière ce projet-là. Elle est très librement inspirée de la statue de John MacDonald qui a été déboulonnée récemment au centre-ville. Et je voulais je vais pas expliquer non plus pourquoi cette statue était déboulonnée, mais je trouvais que c'était intéressant de faire une réflexion sur le monument, justement proposer un monument présent-absent, quoi. Le monument est encore là, mais le grand homme a été retiré. En fait, il s'est absenté. Et puis aussi l'idée vient d'un monument qui s'auto-vandaliserait lui-même, qui contiendrait comme ça sa propre critique permanente. Puis La Fontaine, en aspergeant les bottes, fait ça. Et peut-être pour conclure ma présentation, c'est un jeu esthétique philosophique, encore une fois, sur l'idée de sol, là, et qui rejoint l'idée de terre dont j'ai parlé plus tôt. Les bottes, là, elles sont posées sur le sol. Et les bottes, c'est ce qui fait contact entre le sol et nous. Un sol qui, à mon avis, est très, très problématique aujourd'hui. Et quand on parle d'aménagement, je pense que c'est ce rapport au sol, en tout cas, m'intéresse. Un sol aujourd'hui peut-être si asphalté que l'eau peut plus y pénétrer ou si appauvri qu'il est difficile d'y faire pousser quoi que ce soit. Donc, j'arrête là. J'en Voilà. profite pour te couper comme tes belles bottes et pour passer la parole à Anaïta pour qu'elle puisse nous exposer de son côté sa perspective. Merci, Clément. Merci à vous.
Bonjour, merci pour cette belle initiation. Depuis 2 ans, je développe une série de projets qui explorent les relations entre le botanique et la politique coloniale, et, l'expérience d'immigration et de déplacement et les questions d'identité et de mémoire. Mon travail est axé sur la relation entre les humains et les plantes et le lieu. Comme une artiste immigrante, je m'intéresse particulièrement aux identités marginalisées. Je trouve qu'elles font beaucoup pour l'évolution des communautés et les mettent en contact avec un monde plus large. Le regard homogène sur les identités qui actuellement forment notre société, je me réfère ici notamment à ce que le ministère de l'Immigration et du Travail du CAQ a dit au sujet des immigrants récemment. Cela minimise le rôle significatif que la diversité joue dans la construction de cette mosaïque d'art et de la culture ici, et exclut un grand pourcentage des gens qui habitent dans cette ville. Alors, dans une société qui est gérée par des politiciens comme Jean Boulet et des grandes entreprises, je pense que les artistes peuvent offrir une alternative en ajoutant quelque chose de plus diversifié au espace urbain pour un peu démocratiser l'accès à toutes les identités dans la ville. Je vais vous donner un exemple. L'espace pour les ateliers d'artistes, ils ont un réel potentiel pour devenir les points d'impulsion de communautés dans chaque quartier. Ils sont des lieux où les gens se rassemblent, la curiosité piquée, la créativité, l'imagination, l'intellect, la pensée critique et la conversation sont développés. Sont l'espace où les gens travaillent, trouvent l'inspiration, et cette inspiration peut rendre la vie plus générative, que ça sert à tout le monde. Et je veux vous dire, ce type d'espace devient de plus en plus difficile à trouver et à garder. J'habite à Villeray. C'est un quartier ordinaire qui est devenu très cher et fancy depuis 3-4 ans, 3-4 dernières années. J'avais un studio proche de chez moi, mais ce bâtiment n'existe plus. Ils l'ont effacé et construit des condos à la place. Et à cause de nouveaux développements dans le quartier, c'est devenu trop cher de chercher un autre. Donc, j'étais obligée de déménager dans un quartier où il n'y a presque pas d'atelier artiste autour de moi, et je constate cette situation avec mes amis artistes aussi, qui est de plus en plus louent des espaces non convenables pour son travail, et qui aussi les isole. Je trouve que nous avons, pour être juste plus concret, je trouve que nous avons besoin des bâtiments qui peuvent devenir un hub pour les artistes et les travailleurs culturels, un espace centralisé qui permet aux artistes de se retrouver pour partager les ressources et répond aux besoins de la communauté avec un ordre diversifié et organique qui est mis en place par les artistes. Ces espaces sont absolument essentiels pour le milieu artistique parce qu'ils permettent aux artistes de s'interpoloniser entre eux, et aussi avec les gens qui habitent dans le quartier d'une manière plus vivante. Super, merci beaucoup Anaïta. Je passe la parole à Yann pour son intervention. Bonjour tout le monde. Déjà, j'adore les questions qui nous sont posées aujourd'hui, puis j'adore aussi le fait qu'on, comme artistes, on
puissent avoir un droit de parole. En général, on n'accompagne pas nos œuvres, hein, elles existent sans nous, puis c'est les œuvres qui parlent à notre place. Bref, content d'être là. Je reste persuadé, moi, que oui, l'art peut transformer le paysage. Après ça, bon, on le veut comme un vecteur de beauté, d'information, d'histoire, de réflexion. C'est un espace parfois même de résilience, mais je pense qu'il sert, il sert le paysage, le territoire, il le dessert. Je reste persuadé qu'il forme son langage unique, en fait. Qu'on en est peut-être, c'est là notre grand défi comme artiste, on fait partie de la traduction. En tout cas, on facilite, je pense, la traduction de ce rapport-là à l'art où on dit souvent on doit entrer en dialogue avec l'art. Reste que c'est pas nécessairement évident. Je pense quand même que ça fonctionne dans ces réseaux les plus simples, mais les plus cryptés aussi. Je dois avouer, je ne sais pas si l'art change nos modes de vie, en tout cas de façon directe. Tu sais, dans la question, il y avait ça, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça. Je suis persuadé que de faire de l'art, c'est d'abord et avant tout un geste de résistance ou un geste politique, mais après ça, moi, je n'ai pas une pratique personnelle qui, dans l'espace public, en tout cas, est si engagée. Reste que je me suis posé la question, comment est-ce que ça peut impacter nos modes de vie? Je pense que ça change des vies. Ça, j'en suis assuré. Mais je me demande si c'est pas parfois dans l'invisibilité que l'art trouve sa force, dans l'après. Qu'est-ce qui se passe en fait dans les idées que ça génère, que ça fait entrechoquer? Je me suis intéressé dans cette question-là à l'idée tu sais, on parlait de territoire, tu sais, on l'imagine déjà beaucoup plus vaste que la ville, par exemple, mais aussi je me suis dit, mais le territoire, c'est aussi le territoire de l'intime, le territoire, tu sais, on parlait beaucoup de citoyens, le territoire citoyen, le petit parcours, le personnel, qu'est-ce que ça a comme impact aussi dans la tête des gens? Puis c'est là où la deuxième partie de la question, je pense, avait vraiment son sens, c'est-à-dire, OK, mais si on le localise, bon, dans un rapport à la ville ou à ses quartiers, comment est-ce que les choses peuvent fonctionner? Tu sais, comment est-ce que cette traduction-là peut, entre le territoire, l'art, nous comme artistes, le citoyen ou la citoyenne comme passant, comment est-ce que les choses peuvent fonctionner? Puis c'est là où je me suis dit, ben, il y a tout le rapport à la médiation, mais surtout à la préparation de l'art qui n'est pas facilitée. Tu sais, on parle beaucoup de la médiation dans l'après. Reste que, tu sais, faut l'assumer. Moi, ben, je vais partir de mon rôle d'artiste qui travaille en art public souvent aussi, où je dois réfléchir cet espace-là, mais l'art public, il fait peur, là. Je veux dire, il est intrusif, il s'impose dans la vie des gens, il est sur un parcours, on en parle souvent, puis je ne suis pas contre la vertu, évidemment, que je crois énormément au pouvoir de la beauté, puis on doit repenser nos villes aussi en les rendant plus agréables, même plus esthétiques, mais reste que si l'art qui fait peur est imposé de force sur un parcours, sur ces petits territoires-là, ben, il perd son sens, je pense. Il perd de sa force, il perd de cette accessibilité-là à son langage. Et c'est là où... oups, on a perdu ma caméra. On a perdu ton son aussi, donc je ne sais pas si on t'a perdu complètement. On va donner... Ah, le voici. Non, je suis là. Avec nous. Formidable. C'est l'animateur qui avait coupé mon son et ma vidéo. Pardon. Ça dit donc que j'ai l'impression que s'il est là de force, cet art public, par exemple, ben, la personne qui... on parlera plus tard d'équité, là, mais je veux dire, on est dans un mode où ben, on a l'impression que c'est un cadeau pour l'autre, que c'est laissé dans la ville pour autrement, quelqu'un d'autre. Et il est là le grand défi, je pense, moi, pour transformer le regard sur nos villes et nos quartiers. On y croit, hein, je veux dire, faut penser quand même que les gens le voient parfois comme, tu sais, Anaïta, tu en as parlé rapidement, mais comme un accélérateur de gentrification aussi. Pourtant, si l'art est dans ces réseaux-là plus invisibles, s'il arrive par la cour arrière, s'il se loge dans des circuits qui ne sont pas nécessairement les circuits attendus de l'art, je pense que là, il regagne en effectivité. Puis c'est là où je pense que oui, l'art et la culture peuvent contribuer à transformer notre mode de vie, notre vision sur nos quartiers. Je veux dire, moi, je rêve qu'on redéfinisse sa nécessité en amont. Je vois que mon temps avance, mais j'avais cette idée-là de voir, ben, quand on est plus jeune aussi, qu'on a des cours
d'application en art plastique, le type d'art appliqué, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce type d'ouverture vers la nécessité de l'art? Pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas? Pourquoi est-ce qu'on ne nous ouvre pas la porte vers ça, en fait, vers le rôle de la culture dans nos sociétés? Bref. Merci beaucoup Yann. Et on va terminer avec Mouna avant de revenir sur tout ce qui a déjà été dit. Là. Déjà, il y a plusieurs pistes intéressantes. Mouna? Oui, bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, je suis Mouna, cofondatrice du studio Daily tous les jours. Depuis 12 ans, on réfléchit le vivre ensemble au XXIe siècle et notre travail prend vie au travers de la participation du public et c'est comme ça que nous avons rapidement développé et adopté la ville comme notre canevas premier, notre terrain de travail. Le projet signature, je vais faire des petits signes pour la prochaine diapositive. Ce sont les 21 balançoires puis balançoires musicales qui ont été présentés pendant 10 saisons, 10 printemps au quartier des spectacles et qui célébraient l'arrivée de la nouvelle saison pour les Montréalais chaque année. Ça a été un projet qui nous a propulsés dans une réflexion sur comment connecter les gens entre eux et générer des opportunités de conversation et de collaboration entre des gens qui ne rentreraient pas nécessairement en relation les uns avec les autres. Ça a été un petit peu notre cheval de Troie, notre outil pour découvrir des villes partout dans le monde, de Singapour jusqu'en Californie, au travers des dernières années. Et dans chaque ville, de découvrir des enjeux uniques au lieu, évidemment, mais aussi des enjeux communs liés à notamment la transition écologique, des nouvelles formes de mobilité, des problématiques d'isolation sociale, et j'en nomme quelques-unes. Et ce projet nous a mis en relation avec des gens et exposés à des approches différentes et novatrices qu'on essaie de porter dans les projets qu'on fait un petit peu partout. Alors j'ai fait, en gros, notre mission un petit peu est assez simple et a été renforcée dans le contexte de la pandémie, c'est d'apporter la joie, parce qu'on croit que la joie est essentielle pour encourager la confiance entre les gens et qu'on est dans un contexte démocratique où cette confiance-là est en train de s'effriter, mais qu'elle est en fait critique pour tisser des liens sociaux qui sont le fondement d'une société, d'une communauté, d'une ville, d'une planète plus résiliente. Et donc, nous sommes porteurs de cet enchantement et de ces opportunités de rencontre et au travers de ça, de faire des nouvelles propositions sur justement ce vivre ensemble. Alors, j'ai sélectionné quelques projets qui illustrent un peu ces approches-là. Le premier qui a été présenté au Texas, à Houston, qui s'appelle Hello Trees, qui est une invitation par le public à laisser un message aux arbres, à une canopée de chênes qui est là depuis 100 ans, qui est la chose la plus ancienne qui est dans cette ville aujourd'hui, mais qui a été finalement un peu, un parc s'est construit autour, etc. Et cette œuvre-là se voulait une invitation à ralentir, à porter attention, à changer de regard, à encourager la marche, la déambulation différente et à créer une promenade sonore pour arriver à porter l'attention et à créer plus d'attachement au milieu naturel dans le contexte urbain, puisque cet attachement est une des premières étapes pour créer un engagement à le défendre, le protéger, notamment dans le contexte de la nature. Le deuxième projet parle de transport et de mobilité. Ces grands parasols géants ont été imaginés pour la Floride, pour des coins où on a des problèmes de mobilité, de surprésence des voitures un peu partout et de coins qui sont comment dire, pas approprié pour les humains vraiment. Donc, ces espèces de propositions absurdes de parasols sur lesquels on peut se déplacer comme des scooters et emmener avec nous partout pour rendre notre environnement urbain un peu moins hostile, ont été présentées dans différents contextes comme des propositions concrètes réalisées, des prototypes pour une ville différente, pour ouvrir les possibles en termes, dans ce cas-là, de nouvelles formes de mobilité. Le troisième projet, qu'on va retrouver dans un instant, est né aussi de ces contraintes-là, notamment dans un contexte de pandémie où on était séparés chacun de 2 mètres et on a voulu un petit peu revoir ce que ces lignes au sol nous imposaient comme différenciation et distanciation physique et non pas sociale. Alors ces lignes sont devenues pour nous une source d'inspiration, un point de départ pour créer de la musique, pour rendre des trottoirs un petit peu plus, là aussi, joyeux, invitants, et on s'en sert aussi dans différentes villes et centres-villes pour encourager là aussi la marche et d'autres formes de mobilité plus lente et de mise en relation des gens les uns avec les autres.
Et enfin, le dernier projet ici, c'est plus des infrastructures permanentes ici à Budapest pour transformer des pavés, des places publiques en lieux qui chantent quand on se promène dessus, qui permettent des usages multiples et différentes fonctions pour le lieu. En gros, je pense que les artistes peuvent intervenir et au travers de ces projets, on a eu la chance, prochaine diapo, d'intervenir à tous les niveaux de la construction de la ville, que ce soit en amont, est-ce que je pourrais avoir la prochaine diapo s'il vous plaît? Dans les étapes de planification, en conversation et dialogue avec architectes et développeurs, en engagement, en créant des conversations différentes avec les citoyens, pendant les périodes de transition, en rendant finalement toutes les périodes de travaux plus intéressantes, et dans le long terme, en donnant vie à ces visions alternatives de la ville. Pour s'arrêter un instant, je sais que mon temps est presque terminé sur la phase d'engagement, je donnerai 2 exemples de différentes façons aussi d'utiliser l'art, prochaine diapositive, pour inviter les citoyens à participer. Ce musée des possibles était un événement d'une journée pour que les gens viennent proposer des visions d'un lieu, où de plus en plus on est en train de faire des espaces comme la prochaine diapo, collaboratifs, collectifs, où les gens peuvent apprendre et discuter ensemble du futur de la ville sur une certaine période de temps pour augmenter la littératie collective sur nos enjeux urbains. Alors, on voit un peu l'univers dans lequel on évolue, dernière diapositive, pour essayer de contribuer activement à imaginer aujourd'hui différents possibles pour notre ville. Merci. Merci beaucoup, Mouna. C'est intéressant. On termine avec votre démarche qui vise à apporter la joie tout de suite après avoir parlé de l'art qui fait peur avec Yann. Tu vois tout de suite qu'il y a toutes sortes d'approches et une diversité d'échelles et de possibilités au niveau de l'intervention. Pour discuter ensemble revenir sur le rôle que la culture, les artistes peuvent jouer spécifiquement en lien avec l'équité et la transition écologique. Je trouvais intéressant ce que tu mentionnais, Clément, par rapport à cette question de jachère, de laisser des zones en jachère. Puis ce qui est intéressant, c'est que le plan d'urbanisme découle d'une volonté d'organiser en fait le développement, alors que ton approche, c'est ce dont tu parlais, parle de comment on peut créer des zones ou peut-être qui vont échapper au plan, qui vont nous permettre de ne pas développer. Puis là, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi en lien avec la transition écologique, de laisser des zones où on peut laisser, bon, d'abord de la végétation dans des friches quand il y en a, mais aussi tout simplement de dire, bien, il y a des choses qu'on ne sait pas encore, donc de se laisser une marge de manœuvre, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Est-ce que, dans le fond, cette capacité-là d'un plan à laisser des zones d'ouverture serait une façon de contribuer au niveau de la transition écologique? Oui, mais je pense que c'est un petit peu, c'est très paradoxal parce que quand on fait un plan, justement, on décide des choses. Je pense, là, en t'écoutant, là, je pensais en dessin, il y a la notion de réserve. C'est des endroits où, comment dire, si on fait de l'aquarelle, par exemple, une réserve, c'est un endroit où le blanc du papier va devenir la zone lumineuse du dessin. Et dans le fond, c'est moins poétique comme image que j'essaye de convoquer que d'anticiper par le vide ce que ça va devenir après. Il y a quelque chose de très zen aussi là dans l'idée, comme dans le lâcher prise aussi, ou dans certaines affectations qu'on a là quand on a une douleur sciatique. Des fois, faut relâcher activement les muscles. C'est vraiment des gestes et des pensées très paradoxales. Et dans le fond, moi, comme artiste, peut-être, ou là où je trouve que l'art peut aider, c'est que d'ouvrir les zones de la pensée prospective comme ça à des comportements paradoxaux. Parce que par ailleurs, je pense que une ville, elle peut pas laisser à l'abandon un lieu. Et je pense que, je veux dire, moi, je pense que je me décris volontiers comme artiste critique, mais je veux pas que la critique devienne bête dans le sens que une ville peut pas abandonner des zones, peut pas abandonner des lieux. Il faut pas qu'une jachère, ça soit un lieu abandonné. Il faut que ça soit un lieu activement en attente. Puis ça, je pense que c'est très délicat, mais peut-être que c'est une invitation à changer nos modes de pensée, nos modes de développement. Puis on voit bien que notre civilisation arrive à un degré d'étouffement. Je veux dire là, le constat est plus à faire, mais peut-être que là où l'art des fois peut, enfin, puis j'aime pas parler de l'art en général, mais en tout cas, ce qui m'intéresse moi, c'est de réfléchir à des
à des manières de penser les paradoxes qui peuvent nourrir nos décisions. Voilà. Puis je vais laisser la parole aux autres là, mais c'est intéressant. Puis merci d'avoir précisé cette question par rapport à la jachère. C'est pas l'abandon, c'est effectivement il y a une planification dans une zone de jachère. Puis par contre, tu mentionnes aussi la ligne est mince entre abandonner, laisser, comment on peut prévoir ces choses-là. Puis je faisais le lien avec les ateliers d'artistes que tu mentionnais, Anaïta. On sait qu'il y a quand même tout un essor au niveau de certains hubs, au niveau des ateliers d'artistes dans les dernières décennies qui venaient d'un certain abandon de certaines zones de la ville où on avait soudainement des espaces qui étaient disponibles. Ça l'est moins maintenant. Donc, est-ce que, étant donné que la ville se développe, on utilise de plus en plus l'espace, il reste de moins en moins de zones vides. Est-ce que justement, ce n'est pas primordial, puis peut-être à travers un plan d'urbanisme, à travers une certaine planification, de se réserver des zones, de voir comment on peut être en amont sur créer des hubs, parce que les artistes se font déplacer, mais s'ils se font déplacer dans des zones où ils ne peuvent plus travailler parce qu'il n'y a pas des espaces, ça crée quand même une situation problématique. Oui, l'espace que je parlais, il n'y a rien d'expérimental dans ça. C'est déjà essayé à New York et à Berlin parce qu'ils ont souffert gravement problème de gentrification. C'est pas nouveau, donc, mais je trouve que c'est comme on peut être, comment dire, créatif dans le sens qu'on prend cette solution que c'est déjà essayé et le localiser. Et l'espace que je parle précisément, c'est vraiment l'espace qui sont dédiés aux artistes et le travailleur culturel et les rendre impossible pour les développeurs, pour mettre son main au-dessous. Ça, c'est quelque chose que la ville peut le faire, pas les artistes. Et contrairement à la Maison de la Culture, qui est financée et réglementée par le gouvernement, on laisse les artistes de gérer ces espaces-là, comme le coop, qui réglait beaucoup de problèmes que ça existait pour les gens qui habitaient dans la ville. Donc, je trouve que c'est une méthode que c'est quand même ça, mais ça juste prend une force pour l'activer, parce que sinon, si les artistes continuent d'être déplacés sans protection, ils ne pourront jamais créer de liens concrets et productifs avec les quartiers où ils se retrouvent. Et ça, c'est vraiment problématique et on perd un grand potentiel pour activer le quartier par les ateliers d'artistes dans une manière que ça donne cette possibilité aux gens pour d'avoir une voix, spécialement dans les quartiers qui sont extrêmement diversifiés comme le Parc X, que c'est vraiment, oui, c'est un peu abandonné, on peut dire, dans ce sens-là. Oui, effectivement. Puis d'amener des artistes dans ces quartiers-là peut éventuellement, à terme, contribuer à peut-être plus ancrer leur pratique et ce qui pourrait être amené ultérieurement dans le quartier. Disons, par exemple, au niveau de l'art public, je trouvais intéressant ce que tu disais, Yann. Ne pas imposer l'art qui fait peur, mais aussi cette notion de ne pas faire de l'art un cadeau pour l'autre. Puis moi, je voyais dans ce que tu disais, quand on arrive avec une œuvre d'art qui a été réfléchie, qui est pensée, mais qui est mise dans un contexte où il n'y a pas nécessairement d'ancrage. Je pense à la fameuse roue à Montréal-Nord, puis toutes les discussions qui ont eu lieu autour de ça. Donc, d'ancrer, de permettre aux artistes d'être présents dans différents quartiers. Après ça, le déploiement des œuvres peut en être bonifié à ce niveau-là. Ça devient une question d'équité, donc de ne pas arriver de ne pas catapulter dans des milieux des choses qui vont être mal reçues. Ça, puis, tu sais, ouais. Non, vas-y, François-Xavier. On continue. Non, mais j'allais dire, tu sais, c'est ça qui est, je pense, le plus beau défi en art public, c'est d'être capable, tu sais, d'être main dans la main avec le territoire, puis je parle du territoire social aussi, pour que, tu sais, que cette œuvre-là serve aussi génère un grand sentiment d'appartenance. Puis je veux dire, qu'elle nous, tu sais, tout à l'heure, je faisais la blague en entrée de conférence que, ben, tu sais, en général, les œuvres parlent pour nous, mais dans ce cas-ci, tant mieux. C'est-à-dire qu'elles disparaissent, qu'elles nous quittent, puis qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre, à une communauté. Tu sais, Anaïta, tu le dis, je veux dire, je pense aussi que la présence des artistes dans un quartier, ça change tout. Tu sais, il y a les œuvres, mais
Puis, tu sais, dans cette histoire-là, on pourrait en parler 4 heures, là. Je veux dire, combien de fois, moi, je suis à mon 5e atelier, je pense, là. Je veux dire, combien de fois on a été catapulté comme ça, on monte là, de plus en plus au nord, au nord, au nord, au nord, à l'est, à l'est, à l'est, puis tranquillement, ben, on est là, on agit malgré nous comme des acteurs de gentrification aussi, on disparaît, puis reste, bon, ben, certains marqueurs dans le quartier qui nous ressemblent plus non plus. C'est là où je pense que c'est intéressant. Tu sais, je parlais de bon, l'art qui fait peur, ça fait pas toujours peur, hein, ça sert, l'art, je veux dire, j'en ai fait ma vie, puis c'est parce que j'y crois, mais reste que, effectivement, je pense qu'il y a ce travail-là de terrain qui doit être fait, puis pas nécessairement simplement par les artistes, hein, c'est à la fois, bon, de la planification, mais aussi quelque chose de beaucoup plus organique qui doit faire corps avec les communautés, là, qui nous reçoivent après, hein, comme artistes puis comme œuvres d'art. Là. À travers tout ça, ce que je trouve fascinant, c'est que des fois, on va chercher des exemples. Anaïta, tu mentionnais un exemple ailleurs, dans une ville, on pourrait juste le faire. Mais souvent, des fois, il va y avoir des obstacles réglementaires. Puis le plan d'urbanisme, c'est ça aussi. Puis des fois, c'est difficile pour les artistes, pour le milieu culturel, de voir comment on peut intervenir concrètement. Parce que des fois, c'est la réglementation. Dans le fond, on aimerait ça faire un hub ici, mais on ne peut pas parce que c'est zoné de telle manière, puis on ne peut pas intervenir. Est-ce qu'il y a des ouvertures qui pourraient être faites au niveau du zonage? Est-ce que dans le fond, ce qui a été testé dans le Myland avec le zonage vertical, puis tout le travail, la collaboration avec Allied, est-ce qu'il y a des choses, des bonnes idées qui sont applicables ici dans notre contexte? Parce que des fois, on prend des bonnes idées d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut aussi prendre des bonnes idées qui ont été déjà testées, prototypées ici, puis les amener ailleurs et comment les intégrer dans cette planification-là? J'étais curieux de voir si, Mouna, qui vous intervenez beaucoup dans l'espace public au niveau de vos différents projets, est-ce qu'il y a des obstacles que vous avez rencontrés par rapport à la réglementation qui pourraient nous donner des pistes sur comment ouvrir des solutions, des portes de solutions? Oui, je pense que forcément, il y a des cadres réglementaires importants dans des milieux urbains qui peuvent limiter un peu les interventions. Le temporaire permet d'être une porte d'entrée pour tester des choses, prototyper et imaginer d'autres façons de faire et tranquillement apporter un changement un peu plus significatif. En ce sens, je pense qu'on pourrait appliquer cette approche-là peut-être à d'autres éléments qui ne sont pas seulement des pratiques artistiques, de se dire on est capable de faire plus de projets pilotes, plus de prototypes, plus de zones d'expérimentation aujourd'hui. C'est sûr que l'idée d'un cadre réglementaire plus flexible, il semble être quand même approprié dans un contexte où on est aujourd'hui en 2022 à planifier pour 2050 quelque chose qui va marquer le territoire pour un autre 50 ans après ça, et de se dire le monde est en train de changer à une vitesse fulgurante. On a beau essayer de comprendre ce qui nous attend, peut-être que ça va être pire. On espère que ça va être mieux que ce qu'on prévoit. Peut-être qu'on doit commencer à imaginer des plans aussi qui intègrent, pour faire écho avec la friche, des zones grises, des zones d'inconnu, des zones de flexibilité, d'expérimentation et d'itération. On est ouvert aux questions. Alors, vous pouvez soit nous les mettre dans le chat, il y en a une qui vient d'arriver, et aussi lever la main tout simplement si vous voulez nous l'adresser. Et je voulais juste mentionner aussi, on a M. Grenier qui nous a mentionné dans le chat que c'est aujourd'hui l'échéance pour soumettre une opinion orale dans le cadre de la consultation de l'ECPM. Donc, si ça vous allume des choses, si vous vous dites, j'ai peut-être pas le temps d'écrire un mémoire pour 5 heures ce soir, il y a peut-être une ouverture pour faire une contribution à la démarche de l'ECPM. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site et je pense que M. Grenier avait mis un numéro de téléphone dans le chat, donc je vous invite à y aller. On va peut-être donner la parole à M. Rayside. Bonjour, oui, c'est juste une question, mais pas une question, c'est peut-être une remarque concernant les zones des friches, un peu ce qu'on appelle les raccoins de la ville. Et souvent, c'est une opportunité, oui, de maintenir une friche, mais c'est aussi une opportunité de construire les projets sociaux, les projets de logement. En fait, il y a une forme de compétition pour les zones friches entre les promoteurs qui veulent peut-être faire les projets privés. Il y a le milieu social qui aimerait faire les projets, que ce soit culturels ou sociaux.
que c'est pas si évident que ça, la notion de maintien. Ça veut dire que les friches d'il y a 40 ans, c'est maintenant fait partie des quartiers. Ça veut dire qu'on oublie qu'à un moment donné, les friches, ça inclut les zones proches des voies ferrées. Il y a toutes sortes de lieux complexes, mais c'est une forme de potentiel de toutes sortes d'affaires. C'est une réalité de la vie. On travaille avec beaucoup de quartiers autour de ces genres de notions-là. C'est quoi le potentiel? Il y a énormément de pauvreté, énormément de besoins en logement, que c'est juste dit, c'est la question est complexe. L'autre question, c'est la question des locaux. En fait, la pression foncière sur le coût des locaux fait en sorte que, puis c'est Yann qui l'a dit, ça pousse les locaux de plus en plus loin. Et il y a un déplacement depuis les années 50, 60. Les lieux d'artistes, les lieux de studio, c'est une question de pied carré pas cher. Et le seul, des fois, abri à ça, c'est soit de l'inclure dans une obligation avec du zonage, d'inclure une certaine proportion. Ça veut dire qu'on travaille sur la notion de les bénéfices pour les communautés. C'est un peu comme mélanger la capacité du zonage avec les accords de bénéfices pour les communautés qui peut inclure un volet culturel. Sinon, c'est de geler les projets comme les ateliers créatifs faits chez des artistes dans le quartier Centre-Sud et à l'aide qui était déjà mentionné. Des fois, c'est le seul abri à la forme de jeunification commerciale qui peut exister dans un quartier. En tout cas, c'est juste deux remarques que j'ai fait comme ça. Merci. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup. Puis aussi, ça me permet de rappeler, on ne l'a peut-être pas mentionné en début, mais dans le fond, ce n'est pas le PU, on parle ici du PUM, du plan d'urbanisme et de mobilité. Il y a la notion de mobilité qui a été introduite dans cette démarche-là. Puis je pense que c'est très intéressant, particulièrement à un moment où justement il y a cet éloignement-là du centre. Donc, on n'est plus dans des zones plus compactes. On élargit le territoire, en tout cas de l'utilisation qu'on en fait. Donc ça, c'est une notion qui est aussi intéressante, la capacité d'être mobile, qui va aider, dans le fond, à la rigueur, les artistes à se connecter avec les publics. Je vais passer la parole à M. Delage. OK. Oui, on m'entend bien? C'est bon? On vous entend, oui. Mais vous ne me voyez pas, je pense, hein? Non. OK, bon, ben, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon. Alors, c'est ça, oui, j'ai bien aimé toutes les interventions des 4 artistes. Moi, je m'occupe beaucoup de faire des installations dans des lieux, on ne pourrait pas dire en friche parce que, bon, c'est dans des parcs et sur des trottoirs ou des lieux un peu achalandés même, où moi, je m'occupe beaucoup du développement imaginaire de la population. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont laissé justement en friche leur monde imaginaire qui devrait être réactualisé ou en tout cas entendu. Donc, je pense que ça pourrait être complémentaire à certaines interventions, comme par exemple celle que Mouna fait, que je trouve très, très bien. J'ai même joué avec les balançoires, j'ai bien aimé ça. Mais c'est ça, c'est ce fameux territoire en friche, le territoire imaginaire qui est souvent laissé pour compte. On ne s'en occupe pas parce que c'est complexe, parce que moi, des fois, on m'a dit ben, fais attention, les gens vont penser que tu fais de la thérapie, ou ben non, fais attention, c'est du domaine de la psychologie, etc., etc. Mais bon, avec toutes les expériences que j'ai faites, j'ai trouvé une façon de faire qui permet aux gens de pouvoir raconter des histoires et aussi d'augmenter, d'enrichir, de valoriser, de réactualiser le monde imaginaire de la population. Et je vois qu'il y a beaucoup pour parler d'immigration, beaucoup d'immigrants qui s'intéressent beaucoup à cette idée-là de raconter des histoires en lien avec un imaginaire qui est en développement. On a fait des choses avec des Iraniens, des Africains. Il y a beaucoup de cultures à Montréal qui ont un imaginaire complètement différent
et puis que ça vaut la peine de pouvoir remettre, mettons, on va dire, en circulation. Pas nécessairement parce que ça ne l'est pas fait, mais bon, je veux dire, moi, c'est un peu un mandat d'artiste de faire en sorte que cet imaginaire en friche, on pourrait le dire comme ça, devienne quelque chose d'une espèce de richesse à partager. Voilà. Donc, ce que je comprends selon vous, c'est que le lien entre cet imaginaire-là, l'art et la culture et son impact sur les quartiers est très clair et très actif. J'aimerais peut-être, dans le fond, poser la question à nos artistes, mais autant aussi aux gens du public, si vous aviez une chose, si on a parlé du rôle de l'art et de la culture, on a abordé les questions d'équité, de transition écologique, s'il y avait une chose concrètement que la ville pourrait faire dans sa réflexion sur le plan d'urbanisme et de mobilité, qu'est-ce que ça serait selon vous pour avoir un impact sur ces aspects-là? Je vois Yann qui s'approche de son bouton. Ben oui, j'attendais voir si je ne veux pas couper la parole à personne, mais moi, je pense que Mouna a mis le doigt dessus, là, c'est-à-dire que, tu sais, plus on avance, en tout cas comme artiste, plus les règles, les réglementations sont complexes. C'est-à-dire qu'il arrive tout un moment où on nous demande, ben, aussi comme citoyen, de réagir aux aléas du monde, là. Moi, je pense que la ville doit rendre plus flexible nos occupations de l'espace, notre parole, elle est quand même cadrée maintenant. Si elle se fait dans un contexte réglementaire, puis je parle de notre parole même plastique, hein, je parle encore une fois par exemple d'art public, là, mais je pense que la déréglementation l'aide à une espèce d'organicité qui n'est plus, je pense, peut faire énormément de bruit, là. Ça peut nous permettre d'abattre un travail beaucoup plus efficace, là. Merci. Anaïta? Oui, je pense que dans les deux premières questions, moi, j'ai clairement dit ce qu'on a besoin au concret. Et je trouve qu'on parle beaucoup sur ce sujet-là, l'idée de diversité et tout, mais moi, comme une personne qui vient de diversité, je ne vois pas un acte concret. C'est toujours dans les petits projets ici et là-bas qu'il n'y a aucun impact pour vrai dans une manière qu'on peut inclure la diversité dans la vie. Donc, moi, je trouve que l'idée de vraiment dédier certains espaces à l'artiste, ça peut régler beaucoup les problèmes que l'artiste deal maintenant avec ce problème et ça peut vraiment vitaliser le quartier que les ateliers ils sont placés. Et la deuxième chose, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de règlements ici au Canada en général. Ça, c'est bon et ça, c'est pas bon en même temps. Vous avez déjà parlé de ça, le nommé, et les autres artistes aussi. Je trouve que dans un système que c'est extrêmement réglementé et obsessivement, je peux dire, réglementé, un petit peu de hystérie, ça peut faire du bien. Moi, je l'appelle comme une careful disorder. Donc, ça peut être quelque chose qui est un peu hors de cette réglementation, mais c'est quand même contrôlé parce qu'on a besoin de ça. Donc, je trouve que ça répond concrètement à les besoins, que ça peut aider la ville pour, oui, démocratiser l'espace que ça existe dans la ville. Merci. Donc, on a du careful disorder, plus de flexibilité. Clément, Mouna, une dernière petite intervention rapide à ce niveau-là? Ben, est-ce que j'y vais, Mouna, ou est-ce que tu veux y aller? Vas-y. Ben juste, en fait, dans le fond, rebondir sur le careful disorder, oui, je pense que mon intervention, elle allait dans ce sens-là. Je pense qu'on a absolument besoin d'un plan en ce qui concerne la liberté collective, c'est-à-dire que dans un plan d'urbanisme, je ne sais pas si, par exemple, la ville vise, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui serait formidable à faire, c'est de viser la gratuité des transports, par exemple. Mais ça crée un cadre à l'intérieur duquel on décide pas de qu'est-ce que les gens en font. Et je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment penser, comment dire, en tout cas comme citoyen, là, pour le coup, c'est quoi les grands cadres réglementaires qui permettraient d'accomplir des objectifs que les citoyens peuvent pas faire individuellement.
Mais par contre, en effet, de déréglementer la manière dont les citoyens s'amusent, pensent, ont du loisir. Et puis souvent, il y a une pression sur les artistes d'aller vers le divertissement, alors que moi, je pense que l'art, c'est pas ça. Ça veut pas dire que l'art doit être pas marrant ou doit se foutre du public, parce que, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup au public et qui pense beaucoup à l'humour et qui pense que justement l'art a à voir avec le sens commun, c'est-à-dire la manière dont on se forge les imaginaires en commun. Mais ça doit se faire dans une liberté sans pression comment dire, du plan, de dire comment on doit utiliser l'art. Voilà. Tu parles de liberté de pression, mais je vais mettre de la pression pour voir si Mouna a un dernier mot qu'elle a ajouté. Ouais, j'irai dans le sens de tout le monde jusqu'ici. Oui, pour continuer à réfléchir sur quelle est la place et le rôle de la diversité dans toutes les conversations qu'on est en train d'avoir. Je pense qu'on n'est pas rendu encore, j'irai dans le sens Anaïta à ça. Oui, pour la flexibilité, aussi peut-être ajouter cette idée un peu de s'assurer qu'on est collectivement conscient des impacts que l'art peut amener au niveau des enjeux sociaux importants. Et ça, dans l'absence de la mention de l'art dans le projet de ville, vraiment, on retrouve aussi ça. C'est un outil et un atout qui n'est pas mis en avant pour arriver à tous les objectifs qui sont énoncés dans ce projet. Et finalement, bon, là aussi, je reviens sur cette idée de durée. Oui, il faut planifier avec attention. On est en même temps dans un contexte d'urgence. Je pense que l'ONU nous a donné 12 ans, pas 20-50 là. Et ça fait déjà 12 ans ça. Donc, le TikTok passe. Alors, il faut qu'on arrive à dire comment on peut découper tout ça en petits morceaux et l'attaquer un après l'autre. Et peut-être que les artistes ont une partie de la clé de la réponse sur comment on peut faire avancer ça avec des méthodes et des moyens différents de ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant et qui nous a amenés là où on est. Merci. Ce que j'ai bien aimé dans ton commentaire, Clément, c'est on a peut-être besoin d'un cadre, mais à l'intérieur, on a besoin d'espace. On n'a pas besoin d'avoir des grilles qui vont nous aider à tout faire notre petit dessin. On peut avoir un espace de liberté à l'intérieur de ce cadre-là. Merci beaucoup à tout le monde. C'est très intéressant, très court comme d'habitude. Et je suis sûr qu'on aurait pu avoir plus de questions du public. Alors, merci à nos 4 invités panélistes aujourd'hui. Ségolène? Merci à toi, François-Xavier. Vraiment, écoutez, effectivement passionnant et qui montre l'importance qu'on se mobilise pour donner évidemment nos avis, nos visions et des questionnements. Donc, encore une fois, donc, des actions qui peuvent être faites dans le cadre de la consultation actuelle. Et puis, pour nous, poursuivre ces discussions et ces actions dans le cadre notamment de la commission permanente du cadre de vie de Culture Montréal. François-Xavier, pour l'intelligence de tous et pour toi surtout, je voudrais redire ton titre et tes fonctions. Donc, tu es chargé de projet tournée et initiative territoriale au Conseil des arts de Montréal et tu participes à Culture Montréal comme secrétaire de la commission permanente du cadre de vie. Donc, vous y êtes vraiment invité à continuer les conversations. J'aimerais profiter qu'on soit tous ensemble pour vous rappeler la tenue de la 20e Assemblée générale de Culture Montréal, le mercredi 26 octobre prochain. Ce sera l'occasion aussi de célébrer les 20 ans de cet organisme citoyen. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire, à devenir membre et à venir participer notamment à toutes ces conversations si importantes pour la suite de notre monde et notre ville. Donc, toutes les infos, vous pouvez les trouver sur le site de Culture Montréal, culturemontréal.ca. Merci encore infiniment à toutes et tous et bonne continuation et continuons de rêver très fort. Merci, au revoir. Merci.